Merci de l'invitation et merci de votre attention pour cet après-midi. Donc moi je suis climatologue, je m'intéresse à l'évolution du climat global pour le passé, le présent et le futur. Et ce que je voudrais, c'est deux choses. Il faut parler des ordres de grandeur des changements climatiques passés et des ordres de grandeur des changements climatiques attendus pour ce siècle, en particulier en réponse à l'augmentation de l'effet de serre d'origine humaine. Et j'ai intitulé cette présentation « Les formidables défis du changement climatique ». Pourquoi ? Donc on va passer à la diapositive suivante. Alors pourquoi les formidables défis ? D'abord, c'est un défi pour les scientifiques. Comprendre comment marche cette machine climatique, qu'est-ce qui a fait l'évolution climatique passée, qu'est-ce qui fait changer le climat aujourd'hui, et arriver, quand on comprend les phénomènes, à les prévoir, c'est un défi extraordinaire. En France, on doit être à peu près 500 scientifiques à travailler sur comprendre et prévoir l'évolution du climat, pour vous donner l'ordre de grandeur de cette communauté. Et le défi n'est pas que scientifique, c'est un défi qui est politique. Je vais me focaliser sur l'aspect scientifique, mais derrière ça, il y a des défis politiques qui vont être fondamentaux, qui vont vous toucher pendant toute votre vie, sur deux aspects: s'adapter au changement climatique et éventuellement agir pour limiter l'ampleur du réchauffement climatique parce qu'il est en particulier causé par un certain nombre des activités humaines. On va passer à la diapositive suivante. Alors comment est-ce qu'elle marche cette machine climatique ? Donc en fait, nous, la Terre, on la voit comme une véritable machine qui en permanence est le jeu de transport et d'échange de chaleur. Le principal moteur du climat, c'est l'énergie solaire qui arrive. Et vous voyez une vue schématique des rayons du soleil. Quand ils arrivent à l'équateur, ils apportent une certaine quantité d'énergie sur une petite surface. Donc beaucoup d'énergie. Quand ils arrivent dans les régions tempérées ou polaires, cette énergie lumineuse, elle est diluée sur une surface plus grande. Donc il y a un excédent d'énergie qui arrive par l'énergie solaire à l'équateur, par rapport à ce qui arrive au pôle. Donc en permanence, il y a un déséquilibre avec plus de chaleur à l'équateur qu'au pôle. On va passer à l'illustration suivante. Et par rapport à ce moteur, dans la machine climatique, on a des mécanismes extrêmement importants qui vont faire que le climat il est capable d'avoir des phénomènes amplificateurs. Alors qu'est-ce que ce sont ces deux phénomènes importants ? Le premier phénomène important, c'est ce qu'on appelle l'effet de l'albédo. L'albédo, c'est une mesure du pouvoir réfléchissant des sols. Si les rayons du soleil arrivent sur une surface sombre de l'océan, du sol, cette surface, elle absorbe l'énergie solaire et elle se réchauffe. D'accord ? Donc l'énergie solaire, elle est utile. Si par contre, cette énergie solaire, elle arrive sur une surface brillante, de la neige, de la glace, de la banquise, elle rebondit sur cette surface brillante qui fait comme un rôle de miroir. Donc cette énergie solaire, elle n'est pas utile. Donc vous imaginez bien que si la Terre, elle est entièrement sombre, elle va absorber l'énergie solaire. Si elle se couvre de neige ou de glace, ça va faire un effet de miroir et cette énergie solaire ne sera pas utile, le système sera refroidi. Donc je vous ai parlé de l'effet d'albédo des sols. On a un effet d'albédo également important dans les nuages. Selon le type de nuages qui se forment, ils vont modifier l'échange de chaleur entre notre planète et l'espace. Certains types de nuages, des nuages sombres, comme les nuages d'orage, ils jouent vraiment un effet parasol. Quand on a beaucoup de ces nuages-là, ils renvoient le rayonnement solaire vers l'espace et ce rayonnement n'est pas effectif pour chauffer la planète. A l'inverse, on a un certain nombre de types de nuages fins en altitude qui, eux, vont emprisonner la chaleur de la Terre et faire ce qu'on appelle de l'effet de serre. Et c'est le deuxième phénomène qui est extrêmement important. Donc l'effet de serre, vous en avez entendu parler en seconde, je pense. Donc un certain nombre de constituants de l'atmosphère présents en très faible quantité, la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone ou le méthane, ont la capacité d'absorber le rayonnement thermique de la planète, de se réchauffer et d'en émettre une petite partie seulement vers l'espace. De cette manière-là, on a de la chaleur qui, au lieu de quitter notre planète sous forme de rayonnement thermique invisible, reste emmagasinée entre la surface et le bas de l'atmosphère. Si on n'avait pas de gaz à effet de serre, la température de la Terre serait autour de moins 18 degrés.
Donc, le fait qu'on ait des gaz à effet de serre permet d'avoir une température moyenne de 15 degrés. La différence entre les deux, c'est l'effet de serre naturel. Ça fait une différence de 33 degrés. Donc, on voit déjà que l'effet de serre, c'est quelque chose qui est essentiel pour la vie sur Terre et le climat naturel de notre planète. Donc ça, ce sont les deux phénomènes qui vont être des phénomènes amplificateurs de l'évolution du climat à différentes échelles de temps. Alors évidemment, la Terre, elle est composée d'une atmosphère et d'un océan qui sont deux fluides, et ces deux fluides vont en permanence transporter de la chaleur, en particulier des régions équatoriales qui absorbent plus de rayonnement solaire, donc qui sont chauffées, vers les régions polaires qui sont plus froides. Donc, nous, les climatologues, on voit notre planète comme une machine qui échange de la chaleur avec l'espace par le rayonnement, avec deux fluides qui en permanence essayent de compenser l'excédent de chaleur dans les tropiques et le déficit de chaleur au pôle. La circulation de ces fluides, c'est ce qui nous fait les conditions météorologiques au jour le jour. Nous, ici, on ne va pas s'intéresser à la météorologie, c'est-à-dire au temps qu'il fait en un jour donné, en un lieu donné, mais au climat, c'est-à-dire à l'échelle globale, et avec une constante de temps qui est de l'ordre de 30 ans. Donc, le résultat de tous ces échanges de chaleur, ça fabrique en fait notre climat. Donc j'ai commencé par planter un petit peu ce décor, qui est la manière dont nous on voit le climat, pour que vous ayez en tête les mêmes choses que moi par la suite, quand je vais vous parler de l'évolution du climat. Ça, c'est vraiment le fonctionnement de cette machine climatique. Alors, finalement, le climat, on peut le voir comme une boîte noire. C'est cette machine-là qui va échanger de la chaleur et du rayonnement. Et puis, à l'extérieur de cette machine climatique, il va se produire des perturbations. C'est ce qu'on appelle des forçages. Qu'est-ce que ça peut être un forçage climatique ? Ça peut être des variations dans l'énergie solaire qui arrive. Le soleil, c'est extérieur à cette machine climatique, c'est une perturbation. Quand le soleil vieillit, sa luminosité change. Quand le soleil est plus ou moins actif, il va envoyer plus ou moins d'énergie solaire. Quand la position de la Terre sur son orbite autour du soleil change, ça va changer l'énergie solaire qui arrive et ça va changer le climat. De la même manière, quand la position des continents et des océans change, à l'échelle de plusieurs millions d'années, ça va changer l'albédo, le pouvoir réfléchissant des sols, la circulation de l'océan et de l'atmosphère, ça va modifier le climat. Et depuis 200 ans, il y a un nouvel acteur, qui est l'homme, qui modifie profondément la composition de l'atmosphère et qui va donc entraîner des perturbations sur le climat. Donc l'exercice des climatologues, c'est quoi ? On a ces perturbations qui sont extérieures à la machine climatique et on a les résultats qui sont des variations climatiques soit faibles, soit fortes. Et notre travail, ça consiste à comprendre, dans cette machine climatique, où sont les phénomènes stabilisateurs et où sont les phénomènes amplificateurs. Je vous donne un exemple. On rajoute de l'effet de serre dans l'atmosphère. L'atmosphère emmagasine de la chaleur, elle se réchauffe. Puisqu'elle se réchauffe, elle va émettre plus de rayonnement thermique vers l'espace. Ça va limiter le réchauffement, c'est un phénomène stabilisateur. Je vais vous donner un exemple de phénomène amplificateur. Le climat commence à se réchauffer, la température de la mer augmente, l'océan évapore plus puisqu'il est plus chaud, donc on a plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère, donc plus d'effet de serre, donc la température cette fois-ci, l'effet sur la température va être amplifié. Donc pour prévoir l'évolution du climat, c'est essentiel qu'on comprenne et qu'on représente bien les phénomènes stabilisateurs et les phénomènes amplificateurs. Dans les médias, parfois, vous entendez des gens qui vous disent « À cause des activités humaines, la Terre, elle a un climat qui est en train de dériver, ça va s'emballer et elle va ressembler à Vénus. » Est-ce que c'est vrai ou pas ? Alors, je commence déjà par vous donner la réponse. On a la chance d'avoir des phénomènes stabilisateurs sur notre climat qui font qu'on a une gamme de réponses du climat de la Terre de quelques degrés. Donc il n'y a pas la possibilité dans la machine climatique d'avoir un phénomène qui s'emballe et avec un climat qui devient extrêmement chaud. Et ce qui nous donne cette inertie, c'est en particulier le fait qu'on a beaucoup d'eau, beaucoup d'océans qui ont de l'inertie et qui stockent de l'eau qui n'est pas sous forme de vapeur d'eau dans l'atmosphère.
Donc c'est vraiment important pour comprendre dans quelle gamme le climat peut varier, de comprendre ces phénomènes-là. Alors, comprendre l'évolution du climat, je vous ai expliqué, c'est mettre en relation les causes et les conséquences. Alors, allons-y. Alors, je voudrais faire avant de parler du climat futur, vous montrer les tout derniers résultats qu'on a sur l'histoire passée du climat à partir des glaces polaires, parce que c'est exactement le cœur de mon métier. Vous avez peut-être entendu ou travaillé, ou vous allez peut-être travailler en cours sur l'histoire du climat dans les glaces polaires. C'est ce que je mesure dans mon laboratoire sur des machines qu'on appelle des spectromètres de masse. Alors, l'endroit où on va chercher ces informations-là, c'est au cœur de l'Antarctique, à un endroit qui s'appelle Dôme C ou Concordia, 3200 mètres d'altitude, moins 55 degrés de température en moyenne annuelle. Donc c'est vraiment le point froid du climat de la Terre. Et c'est aussi la mémoire de notre climat, puisque chaque année, il neige très peu, l'équivalent de 2 à 3 cm de glace. Cette glace s'accumule année après année sur le continent antarctique. Et en analysant la glace de la surface sur 3000 mètres de profondeur, on peut littéralement remonter le temps et connaître l'évolution du climat. Et je vais vous montrer les tout derniers résultats qui portent sur 800 000 ans. Alors, ces carottes de glace, elles se présentent sous forme de cylindres d'à peu près 8 cm de diamètre. Et donc, c'est cette glace-là qu'on va analyser, morceau par morceau, de manière extrêmement précise. Alors, les glaces polaires, elles sont particulièrement riches parce qu'à travers la composition de l'eau, on a accès à une information sur le climat antarctique, les changements de température en Antarctique. Et c'est également unique parce que dans ces carottes de glace, on a des petites bulles d'air qui sont emprisonnées quand la neige se transforme petit à petit en glace. Il n'y a que dans les glaces antarctiques qu'on a une information sur la composition passée de l'atmosphère de manière directe. Donc connaître les variations naturelles de l'effet de serre, on ne le peut qu'à partir de ces archives polaires. Vous voyez ces petites bulles d'air, de la même manière qu'on peut analyser en laboratoire. Donc voici la figure la plus compliquée que je vais montrer aujourd'hui, et je voudrais que vous vous concentriez pour comprendre ce que ça nous apprend sur l'histoire du climat. Ça commence il y a environ 800 000 ans. 800 000 ans, c'est Homo erectus, donc une espèce préhumaine. Ça se finit pour la période actuelle. Et pour mémoire, Homo sapiens, donc notre espèce à nous, elle n'est apparue qu'il y a environ 150 000 ans. Donc notre espèce, elle s'est développée, elle a apparu et elle s'est adaptée à ces conditions climatiques passées que je vais vous présenter là. Et gardez toujours ça en mémoire, elle s'est adaptée. Donc le changement climatique, ça a conditionné le développement de l'espèce humaine avec cette capacité à faire face à ça. Alors comment est-ce que ça se lit? Là, c'est l'histoire des températures en Antarctique. Qu'est-ce qu'on voit? On voit des périodes chaudes. En Antarctique, chaud, c'est moins 55 degrés. Et des périodes froides, à peu près 10 degrés plus froides en Antarctique. Et on voit des cycles entre périodes chaudes et périodes froides qui durent environ 100 000 ans, avec des périodes chaudes parfois plus chaudes qu'aujourd'hui, localement, par le passé. Qu'est-ce qu'on voit également? Ce n'est pas qu'un changement de climat en Antarctique, c'est quelque chose qu'on voit à l'échelle de toute la planète. Pendant ces périodes froides, on a les continents de l'hémisphère nord qui se couvrent de glace. Donc c'est pour ça qu'on appelle ces périodes-là des périodes glaciaires, avec une épaisse couche de glace de plusieurs kilomètres sur le nord de l'Amérique et le nord de l'Europe. Donc le plus gros bouleversement climatique, le plus récent, c'est le changement entre une glaciation et une période chaude. Au moment de la dernière glaciation, c'était il y a environ 20 000 ans. C'est l'époque des gravures dans les grottes du sud-ouest de la France, Lascaux, etc. Le niveau des océans était 120 mètres plus bas qu'aujourd'hui, de tous les océans. Et cette différence, c'est parce que l'eau était stockée sous forme de calottes de glace sur les continents. La Manche, c'était à sec. On passait à pied de l'Amérique du Nord, de la Russie à l'Amérique du Nord. C'est ce qui a permis aux hommes modernes de s'installer sur tous les continents et en particulier en Amérique. Donc ça, c'est l'amplitude la plus marquée de ces changements. Et vous avez en haut les variations des teneurs de l'atmosphère en dioxyde de carbone,
Donc le principal gaz à effet de serre derrière la vapeur d'eau. Qu'est-ce que vous voyez? Chaque fois qu'il fait plus chaud, vous avez plus de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Chaque fois qu'il fait plus froid, vous en avez moins. Et il y a une idée reçue qui ressort même dans le film d'Al Gore qui s'appelle « Une vérité qui dérange ». Et cette idée reçue, c'est de dire ces variations climatiques passées, elles sont dues aux variations de gaz à effet de serre. C'est faux. Alors écoutez-moi juste attentivement. Le moteur des variations climatiques passées, à cette échelle de temps-là, c'est les variations de l'ensoleillement reçues par la Terre, parce que l'orbite de la Terre autour du Soleil change régulièrement. Le moteur, c'est l'ensoleillement. Quand l'été est plus froid, vous avez des calottes de glace petit à petit qui se construisent parce que la neige qui était tombée en hiver ne fond pas en été. Ça, c'est le moteur d'une glaciation. Il faut que la neige puisse rester toute l'année au nord de l'Europe, au nord de l'Amérique. Une fois que ces continents sont couverts de neige, ils ont un pouvoir réfléchissant très grand, un effet d'albédo qui devient très grand, et il y a un refroidissement qui s'amplifie. Et ensuite, vous avez les concentrations en gaz à effet de serre qui changent. Donc par le passé, les concentrations en gaz à effet de serre, elles résultent des changements climatiques parce que, par exemple, de l'océan plus froid peut contenir plus de dioxyde de carbone et il y en aura moins dans l'atmosphère. Première chose, les concentrations en gaz à effet de serre naturelles résultent des changements de climat, mais elles les amplifient. Et on estime que entre une période glaciaire et une période chaude, la moitié du réchauffement ou du refroidissement est due à ces variations naturelles des gaz à effet de serre. Donc c'est vraiment un des amplificateurs clés de cette machine climatique. À l'échelle de toute notre planète, le refroidissement entre une période glaciaire et une période chaude n'est que d'environ 5 degrés, pour être précis, de 4 à 7 degrés. Donc retenez bien ces chiffres-là. Le rythme naturel du climat, c'est au maximum des changements de l'ordre de 5 degrés, et ces changements se produisent en 10 000 ans. Ça, c'est le rythme naturel du climat, indépendamment de toute activité humaine. Et maintenant, on va voir à quel point les activités humaines vont interférer avec ces rythmes naturels du climat. C'est la même figure, mais regardez bien en haut. En haut, vous avez les teneurs actuelles de l'atmosphère en dioxyde de carbone. Ça, c'est la gamme des variations naturelles dans l'atmosphère. Et depuis 200 ans, cette augmentation qui est extrêmement brutale, c'est l'effet des activités humaines cumulées depuis 200 ans. On brûle du pétrole, on brûle du charbon, on brûle du gaz en quantité gigantesque. Les rejets de dioxyde de carbone s'accumulent année après année dans l'atmosphère. Et cette augmentation ici, c'est la marque, l'empreinte que les hommes mettent sur la composition de l'atmosphère globale. C'est quelque chose qui n'était pas évident, qu'on a découvert seulement il y a une trentaine d'années. Et le phénomène, bien sûr, s'amplifie puisqu'on utilise chaque année davantage d'énergie fossile. On a augmenté de 30% les concentrations en dioxyde de carbone par rapport au niveau naturel. On n'a pas d'analogie dans les variations passées du climat d'une perturbation aussi profonde. On n'a pas d'analogie à ce que ça va faire sur le climat de la planète. Par le passé, les gaz à effet de serre, c'était des amplificateurs intimement liés à l'évolution du climat. Pour le futur, ça va être le moteur, la cause des variations. Donc on inverse complètement la relation de cause à conséquence. Et surtout, regardez bien l'ordre de grandeur de l'augmentation, elle est extrêmement brutale puisqu'elle se produit seulement en 200 ans. Et puis la dernière chose, si on comprend bien ce qui conditionne l'évolution passée du climat, on peut aussi essayer de prévoir quand est-ce qu'il y aura la prochaine glaciation. Parce que finalement, c'est peut-être pas si mal de mettre des gaz à effet de serre dans l'atmosphère si ça nous évite d'avoir notre planète qui retombe dans une situation totalement glacée. Alors, regardez bien ce graphique-là. Vous avez la chose qu'on peut prévoir le plus précisément, c'est la position de la Terre sur son orbite autour du Soleil. Et ce qui est important de voir, c'est qu'à ce niveau-là, au niveau astronomique, on est dans une situation extrêmement particulière, puisque ce sont les minimums d'énergie solaire qui font les glaciations.
on est aujourd'hui à un minimum qui n'est pas suffisamment fort pour faire une glaciation en ce moment. Et la prochaine situation où c'est possible, ça n'est pas avant 70 000 ans dans le futur. Donc au niveau du rythme naturel du climat, la position de la Terre autour du Soleil, elle est dans une situation très inhabituelle, avec une situation naturelle qui est d'avoir une période chaude très prolongée. Et ça ne va pas du tout aider pour compenser les effets des activités humaines. Donc si on passe à la diapositive suivante, je résume juste les points importants. Les plus gros bouleversements climatiques, c'est les changements entre les glaciations et les périodes chaudes. Ça représente une amplitude de température d'environ 4 à 7 degrés. Ça se produit avec un rythme d'environ 10 000 ans. Le moteur, c'est l'orbite terrestre, la position de la Terre autour du Soleil. Et les amplificateurs, c'est l'effet de l'albédo et l'effet de serre, naturel. Depuis la période industrielle, on a une perturbation extrêmement profonde de la composition de l'atmosphère. En gros, c'est juste qu'on vit sur une planète qui est finie. Donc l'effet des activités humaines s'accumule sur cette planète qui est finie. Et il ne faut pas compter sur le rythme naturel du climat pour compenser le surplus d'effet de serre qui est dû aux activités humaines. Donc ça, c'est le décor, si vous voulez, dans lequel on va pouvoir regarder plus finement comment l'effet des activités humaines joue sur le climat. Donc, en fait, ce qui est important, c'est que maintenant, pour pouvoir prévoir le climat, on est obligé de prendre en compte le facteur humain. On ne peut pas se contenter de regarder les facteurs naturels. Alors, de nouveau, on revoit cette augmentation des concentrations en dioxyde de carbone. Et j'ai rappelé là l'évolution de la population de la planète. Sur les derniers 1000 ans, on est passé d'environ 500 millions de terriens à une population de plus de 6 milliards. Si on regarde depuis 1950, la population de la planète a doublé et la consommation d'énergie a été multipliée par 4. Donc non seulement on est de plus en plus nombreux, mais on utilise de plus en plus d'énergie fossile. Si on regarde en fait sur la dernière année, globalement, on a rejeté 25 milliards de tonnes de dioxyde de carbone en une année dans l'atmosphère. Un Français en moyenne, vous, vos parents, rejette 6 tonnes de dioxyde de carbone par an dans l'atmosphère. C'est invisible, c'est derrière les usines, c'est derrière les cheminées, c'est derrière les pots d'échappement. C'est en quantité extrêmement considérable. Donc, on a de la chance d'une certaine manière parce que seulement la moitié de nos rejets de dioxyde de carbone s'accumulent dans l'atmosphère. Le reste est repris par l'océan et par la végétation. L'océan, qu'est-ce que ça fait? Ça fait de l'océan qui contient plus de dioxyde de carbone, qui devient plus acide. Donc le pH de l'eau de mer a baissé de 0,1 unité depuis 100 ans déjà. Donc premier effet, on acidifie les océans. C'est un effet de dissolution d'un gaz acide dans l'eau de mer. Deuxième effet, donc on modifie la composition atmosphérique et la durée de vie du dioxyde de carbone est de plusieurs siècles. Ça dure extrêmement longtemps. Autrement dit, l'air qu'on respire aujourd'hui, sa composition en dioxyde de carbone, elle résulte de ce qu'ont fait vos parents, vos grands-parents et encore les générations d'avant. Et nos rejets de dioxyde de carbone aujourd'hui vont rester pendant toute votre vie, la vie de vos enfants et de vos petits-enfants. C'est le phénomène le plus important à retenir, c'est qu'on ne peut pas pomper le dioxyde de carbone une fois qu'il est dans l'atmosphère. Il y reste pendant plusieurs siècles. On continue ? Alors, la composition de l'atmosphère change, mais est-ce que le climat change ? Donc j'imagine que vous avez entendu parler de l'été 2003 exceptionnellement chaud, le mois de juillet 2006 qui a battu des records en France, et l'automne 2006 qui est le plus chaud jamais mesuré. Ça, c'est des événements isolés. Quand on parle de climat, on ne peut pas se focaliser sur des événements isolés. On a besoin de regarder l'évolution dans la durée. Ce qui est représenté ici, c'est l'évolution des températures à Paris. L'observatoire le plus ancien de France n'est pas très loin d'ici. Il est à Paris-Montsouris.
On a des mesures de température depuis 1880, précises, corrigées du fait que les thermomètres ont été changés au cours du temps. Qu'est-ce que nous montrent ces données? Elles nous montrent des variations des températures maximales, donc c'est la moyenne sur un an, de la température à la fin de l'après-midi. On a des petites fluctuations avec un réchauffement marqué depuis la fin des années 1980. Là, vous avez les températures minimales, c'est-à-dire les températures qu'on mesure au petit matin. Vous voyez que les températures minimales à Paris se sont réchauffées d'à peu près 2 degrés en 120 ans. Vous avez un réchauffement en 2 vagues, d'abord au début du XXe siècle et puis à la fin du XXe siècle. Et la moyenne des deux montre un réchauffement qui est de l'ordre de un peu plus de 1 degré en 100 ans. Ça, c'est factuel, c'est l'évolution des températures à Paris. C'est quelque chose qu'on retrouve à l'échelle de toute la France. On mesure sans aucun doute un réchauffement des températures plus marqué la nuit que le jour, et l'ordre de grandeur, c'est à peu près 1 degré en 100 ans. Ce n'est pas que dans les températures qu'on voit ce changement climatique. Les glaciers fondent. Je ne sais pas si certains d'entre vous vont parfois dans les Alpes pour faire du ski ou pour faire de la marche en été. On a un recul extrêmement marqué des glaciers qui ont perdu plus de la moitié de leur volume. La date d'apparition des premières fleurs sur les arbres est de plus en plus précoce. La date des vendanges est également de plus en plus précoce, presque 1 mois de décalage en 50 ans. Donc le climat est en train de changer en France et on en voit déjà les impacts. Alors si on continue et qu'on regarde à l'échelle de toute la planète, voici ce qu'on appelle le réchauffement global. Alors qu'est-ce qu'on est capable de quantifier? On a des températures qui, à l'échelle de toute la planète, se sont réchauffées entre 1880 et ici 2005. Elles se sont réchauffées d'environ 0,8, plus ou moins 0,2 degrés. On n'a aucun doute là-dessus. Vous voyez le signal, et ça, c'est notre barre d'erreur. C'est notre incertitude sur les températures pour les périodes les plus anciennes. Donc vous voyez qu'on n'a aucun doute sur l'ordre de grandeur de ce réchauffement. Un réchauffement en 2 vagues, début du XXe siècle, une période de stabilité dans les années 60-70, et la deuxième vague de réchauffement depuis en gros 1975. C'est ce qu'on appelle le réchauffement global. Est-ce qu'il est global? Alors si on regarde sur cette carte, cette fois-ci pour chaque région, vous avez le changement de température entre 1950 et 2005. Première chose, il y a des régions qui ne se réchauffent pas, sur certains océans et au centre de l'Antarctique. Ce n'est pas global. Deuxième chose, le réchauffement, il n'est pas de 0,8 degrés partout. Il est systématiquement plus fort sur les continents que sur les océans. Pourquoi? Parce que le sol a moins d'inertie que 3000 mètres d'eau de mer. Donc ça va plus vite de réchauffer le sol des continents que la grosse masse des océans. Deuxième chose, le réchauffement il est plus marqué dans le Grand Nord et sur la péninsule antarctique. Donc on a une amplification polaire du réchauffement. Parfois en France, les gens disent « Est-ce que vous êtes tellement sûr que ça change? Moi je ne vois pas trop. » Si vous discutez avec des gens qui habitent dans le nord du Canada, ils n'ont aucun doute, parce que sur place, ils ont eu 2,5 degrés ou 3 degrés de réchauffement en 50 ans. Donc ils le voient vraiment à l'échelle d'une vie humaine. Pourquoi est-ce que c'est plus fort dans le Grand Nord? C'est plus fort dans le Grand Nord parce que ça commence à se réchauffer, la neige fond plus tôt, la banquise se forme plus tard, elle est moins épaisse, moins étendue. L'effet de l'albédo de ces surfaces blanches diminue, donc on remplace de la neige par un sol, de la banquise par de l'eau de mer. Ces nouvelles surfaces vont absorber davantage de chaleur et se réchauffer davantage. Est-ce qu'on est capable de simuler ce réchauffement? Alors on développe des modèles de climat, ce sont des codes de calcul qui mettent en équation les transferts de rayonnement entre la Terre et l'espace, la circulation de l'océan, de l'atmosphère. C'est la même chose que ce qui sert à faire les prévisions météorologiques, sauf qu'on n'a pas que l'atmosphère, on a aussi l'océan, et on ne regarde pas à 8 jours, on va regarder sur 100 ans.
Chaque petite courbe de couleur, c'est une simulation différente. Ça démarre en 1900. Dans la figure du haut, on n'a pris que les facteurs naturels. Les variations de l'activité du Soleil, les éruptions volcaniques qu'on connaît bien. Dans les modèles de climat, si on met que ces facteurs naturels, on simule un petit réchauffement jusqu'aux années 1940 et depuis un léger refroidissement. Donc avec les facteurs naturels, on ne peut pas expliquer le réchauffement récent. Si on refait toutes les expériences et que cette fois-ci on inclut les facteurs naturels et l'augmentation des gaz à effet de serre d'origine humaine, vous voyez que les modèles de climat, ils capturent bien la première partie du réchauffement plutôt due à des facteurs naturels et la deuxième partie du réchauffement qui n'est que due aux facteurs humains. Donc dans la communauté des climatologues, on affirme que le réchauffement, depuis en gros 1970, est dû à l'augmentation d'effets de serre causée par les activités humaines. Donc je résume, un réchauffement qui s'accélère, on mesure 0,8 degrés, dont les 3/4 au cours des derniers 50 ans. Un réchauffement qui est dû à l'augmentation de l'effet de serre qui devient dominant. Et on peut calculer combien d'énergie est stockée en plus. Ça correspond à 3 watts par mètre carré, cette augmentation d'effet de serre. C'est 1% de l'énergie solaire qui arrive en plus à cause de l'augmentation de l'effet de serre. Donc c'est tout à fait considérable. Et un réchauffement qui est sur la trajectoire de ce qu'on avait prévu dès 1985. Donc au niveau de la modélisation du climat, les premiers modèles de climat avaient prévu la bonne amplitude du réchauffement qu'on observe depuis une trentaine d'années. Sachant qu'on comprend déjà un certain nombre de mécanismes du climat, qu'on peut le mettre en équation, quelles sont les principales incertitudes pour prévoir l'évolution du climat que vous subirez pendant votre vie? Quel est le principal facteur à connaître? Le principal facteur à connaître, c'est le développement humain. Comment est-ce qu'on va produire notre énergie? Combien on sera sur cette planète? Et est-ce qu'on utilisera des énergies renouvelables ou est-ce qu'on continuera à utiliser toujours plus de pétrole, puis de gaz et de charbon? C'est la principale incertitude. Donc on va continuer. Ça montre votre empreinte écologique, à tous. Ce sont les rejets de tonnes de dioxyde de carbone par an, par personne, dans les différents pays. Un habitant du Sénégal utilise peu les transports, se chauffe peu, utilise essentiellement un peu d'énergie pour cuisiner. En moyenne, il rejette 300 kg de dioxyde de carbone par an dans l'atmosphère. Un habitant de l'Inde, 1 tonne de dioxyde de carbone par an dans l'atmosphère. Un habitant de la Chine, à peu près 3 tonnes par an. Un Français, 6 tonnes. Donc un Français en moyenne pollue 2 fois plus qu'un habitant de la Chine. Un Européen en moyenne autour de 10 tonnes. On rejette moins de gaz à effet de serre en France parce qu'on utilise davantage d'énergie nucléaire pour produire de l'électricité. C'est la raison de la différence entre la France, l'Allemagne ou l'Angleterre, par exemple, à niveau de vie équivalent. Et puis vous avez les grands pollueurs. Donc ce qui est représenté ici, c'est la moyenne pour un habitant des États-Unis. Un Américain rejette plus de 19 tonnes de dioxyde de carbone par an. Qu'est-ce que ça représente? Une agriculture intensive, avec beaucoup d'engrais, un mode de vie avec des véhicules qui consomment beaucoup de voyages, du chauffage dans des logements mal isolés, beaucoup de climatisation en été. Donc un niveau de vie élevé avec pas mal de gaspillage en fait par rapport à l'utilisation de l'énergie. Et souvent les gens ont tendance à dire les Américains sont les plus gros pollueurs, pourquoi est-ce que nous devrions faire des efforts puisque eux quand même polluent proportionnellement 3 fois plus que nous. Le graphique qui est important à voir, c'est ce graphique vert. C'est ce que la planète, elle peut, entre guillemets, digérer. C'est-à-dire combien les forêts peuvent stocker de carbone et combien les océans peuvent stocker de carbone divisé par le nombre d'habitants. Et ça, le chiffre, c'est 1,5 tonne par personne. Donc dans tous les pays où on rejette plus d'1,5 tonne de dioxyde de carbone par personne et par an, on contribue à faire évoluer le climat.
C'est le cas de tous les pays riches, c'est le cas des pays en développement comme le Brésil ou la Chine. Et la question pour l'avenir, c'est qu'est-ce qu'on va faire? Vous avez 2 scénarios possibles. On rêve tous de faire comme les États-Unis. Donc chaque année, on va rejeter tous plus d'énergie fossile, ou on amorce un effort très considérable pour diminuer nos rejets de gaz à effet de serre. Donc ça veut dire inventer de nouvelles manières de produire de l'énergie, limiter le gaspillage d'énergie et favoriser le transfert de technologies dans les pays en développement. Donc ça, c'est la gamme des possibles. Alors c'est résumé de cette manière suivante. Vous avez, en gros, je vais commenter les 2 scénarios les plus extrêmes. Ça commence en 2000, ça finit en 2100. Soit on suit, tous les habitants de cette planète, une logique que je dirais écologiste ou vertueuse. On fait un maximum d'efforts, on invente de nouvelles technologies, on les distribue pour limiter les rejets de gaz à effet de serre partout. Dans ce cas-là, on estime en fait qu'on arrivera à stabiliser nos rejets, puis à les faire diminuer. En gros, ça veut dire qu'on utilise le moins de charbon possible, par exemple. Dans ce cas-là, en fait, comme les rejets de gaz à effet de serre s'accumulent à ceux des années précédentes, la concentration en dioxyde de carbone augmente tout le temps, mais de moins en moins vite. Et à la fin de ce siècle, elle atteint autour de 500 parties par million, c'est-à-dire 2 fois le niveau naturel. Donc prenez bien ça en tête. Si on fait un maximum d'efforts, la concentration en dioxyde de carbone, elle va doubler. Par rapport au niveau naturel, c'est inéluctable. C'est le minimum qu'on puisse faire en faisant un maximum d'efforts. Donc ça augmente, mais de plus en plus lentement. Si on suit un scénario que j'appellerais le rêve de l'administration Bush, c'est-à-dire aucune limite au développement, simplement utiliser l'énergie la moins chère, on va utiliser tout le pétrole, puis tout le gaz, puis tout le charbon, sans limite, en utilisant toujours plus dans les pays riches et dans les pays en développement. Dans ce cas-là, on pense qu'on peut arriver à rejeter des quantités tout à fait considérables, bien plus importantes que maintenant, environ 4 à 5 fois plus importantes que maintenant. Et le résultat sur les concentrations de gaz à effet de serre, c'est cette courbe orange. C'est-à-dire si on continue simplement comme maintenant, on arrive à tripler les concentrations en dioxyde de carbone. La différence entre le vert et le orange, c'est la volonté politique. C'est quels vont être les choix des grands pays, des pays riches et des pays en développement. Alors qu'est-ce que ça donne pour le climat? Pour chaque scénario de gaz à effet de serre, on fait tourner les modèles de climat et on regarde ce que ça donne en termes de température globale. Dans les scénarios où on fait un maximum d'efforts, le scénario vertueux, on a un réchauffement dans 100 ans qui est de 1,5 à 3 degrés. Donc si on fait un maximum d'efforts, maintenant, on aura un changement du climat avec une amplitude globale de l'ordre de 1,5 degré à 3 degrés. Et on en a déjà eu 0,8. Donc il en reste. Donc, une partie du réchauffement est inéluctable. Donc de toute manière, il faudra s'adapter à ça. Si on continue simplement comme aujourd'hui, toujours plus d'énergie, le résultat en termes de température, c'est 3,5 degrés à 6 degrés. D'accord? Alors souvent, on entend le changement de température pour ce siècle sera de 1,5 degré à 6 degrés. C'est faux. Si on fait un maximum d'efforts, ce sera de 1,5 degré à 3. Si on continue comme aujourd'hui sans faire aucun effort, ce sera de 3,5 degrés à 6. Et ça dépend de nous. Ça dépend de nous. Alors, qu'est-ce que ça représente, 5 ou 6 degrés, ou 2 ou 3 degrés de température? On va le regarder sous forme de carte. Ça, c'est le changement de température dans les 2 cas extrêmes. Dans le scénario écologiste, où on fait un maximum d'efforts, ou le scénario vertueux, on a un réchauffement en moyenne qui est autour de 2 degrés. On a un réchauffement en France qui est un petit peu supérieur, qui est plutôt autour de 3 degrés. Un réchauffement très marqué sur le nord de l'Afrique. Et un réchauffement qui dépasse 6 degrés sur l'océan Arctique. Ça, c'est la carte qui correspond à une moyenne autour de 2 degrés. Donc il y a des régions où le changement climatique sera de toute manière fort. Ce sont les régions du Grand Nord pour les températures. Mais on a bien sûr d'autres conséquences. Comment ça se traduit en termes de précipitation? C'est un assèchement
en été sur tout le bassin méditerranéen. Moins de pluie, moins d'eau pour l'agriculture. Ça, c'est aussi une des conséquences de ce réchauffement. Et si on prend le scénario où on continue simplement comme aujourd'hui, où on n'inclut pas dans les choix politiques les problèmes des rejets de gaz à effet de serre, voilà à quoi ça peut ressembler. Un refroidissement moins fort parce qu'on ralentit les courants marins. Donc le Gulf Stream est un peu ralenti, transporte moins de chaleur ici. Et un réchauffement qui est beaucoup plus fort sur les continents, avec plus de 5 degrés en France et plus de 10 degrés dans l'Arctique. En 100 ans. Alors, souvenez-vous du rythme naturel du climat. Les plus gros changements naturels, c'est de l'ordre de 5 degrés en 10 000 ans. Les hommes se sont adaptés, la végétation s'est adaptée. Là, on parle d'un changement de l'ordre de 1,5 degré à 6 degrés, mais en 100 ans. Donc le problème, c'est que c'est extrêmement rapide. Et les stratégies habituelles pour s'adapter, c'est de se déplacer. Et aujourd'hui, les déplacements des humains sur cette planète sont beaucoup plus difficiles parce qu'on est très nombreux. On continue ? Alors pour la France, qu'est-ce que ça peut donner un réchauffement autour de 3 degrés si on regarde année après année ? Ça, en rouge, c'est les données météo depuis 1860 avec la canicule de 2003. Qu'est-ce qu'on appelle une canicule ? C'est l'été le plus chaud qu'on a enregistré pour ce siècle. Et si on regarde les prévisions climatiques, qu'on regarde en 2050, vous aurez quel âge en 2050 ? Vous serez assez vulnérables, vous serez des personnes âgées. Alors en 2050, avec ce scénario-là, la température moyenne sera ce que nous on appelle une canicule. Et pour regarder ce que sera une canicule en 2050, il faut aller regarder plusieurs centaines de kilomètres vers le sud de l'Europe ou le nord de l'Afrique. Donc un réchauffement moyen des températures, ça se traduit par beaucoup moins d'hivers très froids et beaucoup plus d'étés caniculaires. Ça veut dire que les logements dans lesquels vous vivrez, si vous restez en ville, il faut qu'ils soient conçus pour résister à des chaleurs fortes en été pour que vous puissiez y vivre décemment. Ça veut dire qu'il faut vraiment s'adapter et prendre en compte ça dans beaucoup de choix de vie. Alors les risques sur le climat, c'est quoi ? C'est d'arriver à des phénomènes brutaux. Ce qu'on peut prévoir pour l'instant, c'est une fonte importante du Groenland avec un risque accru de montée du niveau des océans. Pour l'instant, on prévoit que l'océan va gonfler de plusieurs dizaines de centimètres et les petits glaciers vont fondre. Ça représentera entre 30 et 80 centimètres de montée des océans. Est-ce qu'on va déclencher une fonte irréversible du Groenland ? C'est possible. Et ce qu'on pense aussi, c'est qu'on aura des effets qui vont être brutaux, par exemple sur la présence de la banquise sur l'océan Arctique. Donc pourquoi est-ce que les climatologues tirent la sonnette d'alarme ? Parce que le réchauffement a démarré, parce qu'il va s'amplifier, et parce que si on veut limiter les dégâts, c'est dès maintenant qu'il faut agir, parce que sinon on peut avoir des conséquences qui ne seront pas régulières, mais qui seront relativement brutales, comme ici pour l'extension de la banquise sur l'océan Arctique. Donc pour résumer, un réchauffement qui est en partie inéluctable. On l'a déjà inscrit dans la composition de l'atmosphère. Un réchauffement qui va entraîner une augmentation des risques climatiques, que ce soit les événements extrêmes, canicules, pluie en grosse quantité, ou la montée du niveau des mers qui va affecter les gens qui vivent près des côtes. Il va falloir s'adapter vite, et nous, on a encore des incertitudes à résoudre pour arriver à faire des prévisions climatiques plus précises. Et c'est un réchauffement qui dépend de nous. Donc finalement, je vous ai parlé du climat comme un défi scientifique, mais c'est aussi un défi politique. Est-ce que vous, par exemple, vous pensez que par rapport à ce défi-là, il faut changer notre mode de vie et rejeter moins de gaz à effet de serre, ou garder notre mode de vie et faire face à une responsabilité morale d'être acteur de ce changement climatique pour tous les habitants de cette planète d'aujourd'hui et de demain. Et juste pour donner quelques repères par rapport à ces choix politiques, j'ai redonné quelques mots-clés qui sont importants. Par exemple, la notion de développement durable.
Le développement durable, c'est d'assurer un bien-être minimum pour tous les habitants de la planète aujourd'hui et préserver la possibilité que ceux de demain aient une meilleure manière de vivre. Aujourd'hui, on brûle des énergies fossiles en quantité limitée, donc il n'y en aura pas pour les suivants, et on change le climat, donc on transmet aux générations qui vont venir la nécessité de s'adapter. Donc ça pose vraiment un problème au niveau du développement durable. On a essayé d'avoir des négociations internationales qui sont extrêmement difficiles. Le protocole de Kyoto, il vise, d'ici quelques années, à rejeter 5% de moins de gaz à effet de serre qu'il y a 10 ans. Ça, c'est le principe de Kyoto, c'est rejeter 5% de moins en 2012 par rapport à 1990. Il n'a pas été ratifié par les principaux pollueurs. Et aujourd'hui, on rejette au niveau mondial 25% de plus de dioxyde de carbone par an qu'en 1990. Donc on est plutôt parti sur une trajectoire haute par rapport au rejet de gaz à effet de serre. Je vous remercie de votre attention.